Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Soral qui était l'invité de l'excellente chaîne YouTube Le Bunker et qui va répondre à un sujet qui m'est extrêmement cher et surtout avec une vision extrêmement intéressante sur le monde qui nous entoure et sur les possibilités qui pourraient s'offrir à nous et surtout les choix qu'on aura finalement à choisir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, dorénavant, vous avez sur la chaîne de la foi une vidéo par jour, tous les soirs, à partir de 20 h. Le lien également, vous pouvez le retrouver en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Est-ce que tu veux gérer un pays entier? Est-ce que tu veux faire une réussite individuelle? Est-ce que tu t'inscris, tu vois, dans un courant semi-marginal d'aventuriers du capital? La question, c'est quel est l'objet auquel tu t'attaques, tu vois? Par exemple, si tu es Poutine, tu dois gérer la Russie. C'est pas rien, tu vois? Tu as une rhétorique, une pesanteur idéologique, un passif, un potentiel, etc. C'est des démarches de manœuvre qui sont très restreintes. Et là, l'idéologie, pareil, c'est un habillage où en réalité, tu n'as pas tellement d'outils à ta disposition, tu vois. Alors après, en ce moment, c'est la mode du libertarisme et de l'anti-étatisme. C'est assez la mode, oui, ce que je peux comprendre, parce que par rapport à la situation française, on a un État, une situation d'un État parasite qui étouffe totalement aujourd'hui l'économie. C'est-à-dire qu'on est en train de passer du parasitisme au pillage, et on est dans une spirale qui sent la mort, quoi. Donc, par réaction à ça, on peut fantasmer sur un certain libertarisme américain, avec toujours cette idée un peu de la frontière, des grands espaces, du potentiel, parce qu'en fait, le vrai problème dans lequel on est inscrit aujourd'hui, c'est que jusque dans les années 80, on se disait qu'un jeune qui se retroussait les manches pouvait arriver à avoir une vie meilleure que ses parents. Aujourd'hui, c'est comment faire pour ne pas avoir une vie bien inférieure en termes de qualité objective à celle de ses parents. Et aujourd'hui, la réponse des Français qui ont un potentiel, c'est de s'expatrier. Moi, je connais que des gens qui se demandent, où se barrer pour échapper à l'impôt, à l'URSSAF, et puis à toutes les conneries qui vont avec, le LGBTisme, etc., parce que ça marche avec. Hein. Il faut des justifications sociétales pour justifier une incompétence économico-sociale. On voit bien que les deux marchent ensemble. Plus tu es incompétent économiquement, plus tu es écolo, plus tu es de gauche, plus tu es gauchiste, enfin, on le voit bien. Et aujourd'hui, les questions que se posent les gens, c'est où aller essayer de... Comme j'ai pas envie de vivre... Si tu pars du principe que tu n'as pas envie de vivre du revenu universel à fumer du chichon en regardant des vidéos, c'est où est-ce que... Parce que tu dis que tu as un potentiel et que tu as en toi une dimension d'entrepreneur, parce que c'est un concept fondamental. Hein. L'entrepreneur, c'est un truc qui a été beaucoup nié par la gauche française dans un contresens qui est malheureusement une mauvaise compréhension du marxisme, tu sais, c'est de dire que l'entrepreneur est un prédateur, alors qu'en réalité, toute l'histoire du monde est une histoire d'entreprise, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, si tu as une mentalité d'entrepreneur, tu sais que la France est ton ennemi, hein, la France comme système. Tu dis où est-ce que je peux aller entreprendre ailleurs, et ça s'ajoute un autre paramètre, si en plus tu as une femme et des enfants, c'est comment éviter que mes enfants soient pris par la guerre. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on voit très bien qu'on veut nous envoyer casser la gueule aux Russes. Et quand on dit on veut nous envoyer, c'est des vieux qui, eux, ne sont plus soumis à la conscription, qui veulent envoyer des jeunes qui, d'ailleurs, auront bientôt l'âge de la conscription. C'est-à-dire que si tu as des gamins de 15 ans, ton souci aujourd'hui, c'est comment je peux éviter qu'ils se retrouvent pris dans une guerre avec la Russie. Donc, on est vraiment... les questions se sont vachement déplacées depuis quelques années. Hein. C'est pour ça que ça me fait marrer quand je vois LFI et le RM s'engueuler, parce que j'ai l'impression qu'ils ont je sais pas combien de coups de retard par rapport à la réalité française, quoi. Et qu'on comprend mieux la réalité française, effectivement, si on s'expatrie, ce qui a été un peu mon cas. Quand on la voit de l'extérieur, on se dit que c'est un pays qui... En fait, c'est un zombie, quoi. C'est un pays qui... C'est un mort qui parle, la France. C'est dur à dire, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez dit. Je peux pas rebondir sur tout, sinon ça durerait 1 heure. Mais ouais, je pense que autant du côté des anarcho-capitalistes que des communistes, ce sont des utopies. Et bien souvent, les gens qui en parlent oublient le paramètre spatio-temporel, c'est-à-dire de quelle échelle géographique on parle et de quelle échelle de temps on parle. Et puis bien souvent aussi, c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'on peut être communiste dans la famille,
libéral avec ses voisins et anarcho-capitaliste avec les tribus d'à côté, tu vois. J'ai beaucoup écrit là-dessus sur le problème de concevoir l'économie comme tu sais, un espace plan, tu sais, un espace plan isomorphe euclidien. En réalité, dans le vrai monde, il y a des secteurs qui sont nécessairement des secteurs socialisants, notamment les CEGIC, l'énergie, les pompiers, le rentier, ce qui permet justement l'exemple. Si l'État français n'avait pas à perte développé le réseau ferroviaire à un moment donné, rattrapé son retard par rapport à l'Angleterre, on n'aurait pas pu développer la France capitaliste qui a produit la richesse sous Napoléon III. C'est-à-dire qu'il faut souvent il faut de l'étatique pour permettre au libéral de fonctionner. Et en fait, il y a des secteurs qui sont nécessaires. Moi, je disais toujours, un pays qui fonctionne bien, c'est un pays qui a un état stratège pour tout ce qui est grand et qui laisse l'entreprise à tout ce qui est, entre guillemets, petit. Et si vous faites l'inverse, c'est le cauchemar. C'est-à-dire, par exemple, il ne peut pas y avoir de la restauration d'État. Si vous faites de la bouffe étatisée, on mange que de la merde. Il faut forcément, pour bien manger, qu'il y ait des restaurants avec un patron qui est le chef et qui est le chef de sa cuisine. Et là, on est sûr de bien manger. Et en revanche, si vous privatisez les pompiers ou le réseau ferroviaire, ça produit à terme des dysfonctionnements qui se retournent contre la logique libérale. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que trop de libéralisme tue le libéralisme, trop d'étatisme tue l'étatisme. Et la réalité de l'économie, c'est qu'elle est comment dirais-je, elle n'est pas isomorphe. Elle doit être très libérale dans certains secteurs, très étatique dans d'autres. Et même quand il y a eu à un moment donné une poussée d'étatisme pour mettre des grands chantiers en place, par exemple, moderniser la téléphonie, lancer le projet du TGV, des choses comme ça qui correspondent d'ailleurs à l'économie mixte de l'époque gaulienne. Je rappelle que c'était une période de planification et étatico-libérale, avec des grands commis de l'État adossés à des patrons. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et le danger, c'est le théorisme, qui est d'ailleurs du terrorisme, c'est-à-dire je suis libéral ou je suis socialiste. En réalité, l'économie se fout de ça. C'est comment faire pour que ça fonctionne. Voilà. Et pour que ça fonctionne, il faut un État stratège dans certains secteurs qui sont absolument nécessairement de l'ordre de la stratégie d'État, c'est-à-dire de long terme, etc. Et puis par ailleurs, pour que ça fonctionne, il faut laisser l'entrepreneur entreprendre avec son dynamisme, son inventivité, etc., etc. et faire en sorte que les gros ne bouffent pas trop les petits. Donc, et ce qui pose un problème politique, parce que les gros, souvent, comme ils ont l'argent, prennent le contrôle de la politique. Et comme les gros ont par la pesanteur un défaut d'inventivité, ils ne subsistent plus. C'était le rapport d'IBM avec, à un moment donné, avec les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils bouffent les petits. C'est-à-dire qu'ils vont piquer les brevets de ceux qui ont l'inventivité. Parce que pourquoi ils ont l'inventivité ? Parce qu'il faut qu'ils fassent une réussite. Et pour faire une réussite, il faut être jeune et il faut avoir des idées. Et à un moment donné, les vieux qui n'ont plus d'idées peuvent se démerder effectivement pour baiser ces jeunes qui ont des idées. Alors ça peut soit les aider, soit à un moment donné les baiser. Et tout ça, c'est malheureusement le jeu politique où parfois ce qui devrait être se met à dysfonctionner. On comprend souvent ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Pourtant, on sait très très bien ce qu'il faudrait pour sauver la France. D'ailleurs, il en parle très très bien. C'est-à-dire que la France a toujours été, enfin en tout cas le modèle qui a réussi à la France, c'est l'État stratège et qui laisse la liberté aux petites entreprises. Ça, c'est le modèle français. Ça me fait penser à une phrase qu'avait prononcée le général de Gaulle lorsqu'il veut proposer à la France une troisième voie et son projet de la participation. Il dit « Nous avons inventé 2 modèles économiques. Le premier, le communisme. On a vu que c'était pas non plus génial. Ensuite, vous avez le capitalisme. Ce n'est pas non plus génial et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les 2 modèles finalement économiques que nous avons inventés et gardés à partir du 19e siècle, on se rend compte aujourd'hui avec du recul que les 2 ne sont pas satisfaisants. La France, elle, son rôle, son but, c'était de présenter au monde une troisième voie. En dehors du modèle anglo-saxon, américain, et en dehors du modèle soviétique, de la Corée du Nord, de la Chine, autre chose était possible. Malheureusement, De Gaulle ne l'a jamais mis en place. En tout cas, la bourgeoisie, la CIA, tout le monde a tout fait pour que De Gaulle, bien sûr, parte et ne puisse jamais réaliser cela parce que ça aurait réussi. Et le problème, c'est que quand la France réussit quelque chose, elle inspire le monde entier. Parce que la France représente dans le monde plus qu'une nation. C'est-à-dire que nous avons un rôle qui nous dépasse même, nous, en tant que Français, et on ne se rend pas compte. Il suffit de voyager ou d'aller vivre à l'étranger pour se rendre compte ce que signifie la France, encore aujourd'hui, malgré tous nos défauts et nos déboires, ce que signifie la France, bien sûr, pour le monde entier. Et on se rend compte également que beaucoup de gens attendent la résurrection de la France. Vraiment, tout le monde attend, parce que
pour beaucoup de gens, et c'est quelque chose de quasiment irréel, ils se disent si un pays peut faire autrement et peut nous montrer un autre projet, c'est la France. Et la France a le potentiel et le génie pour sortir du modèle capitaliste, libéral, du salariat classique qui n'apporte finalement pas le bonheur, que ce soit à la population française ou aux populations occidentales, parce qu'aujourd'hui, nos populations en Occident sont des populations qui sont névrosées, encore plus en France. Il suffit pour ça de prendre 2 chiffres. La consommation de médicaments, nous sommes champions du monde. Il suffit aussi de prendre les chiffres des suicides, aussi bien chez les plus jeunes. En France, ils sont littéralement dramatiques et les plus élevés en Europe. J'aurais pu y rajouter la consommation de drogue et d'alcool. Nous sommes également les champions d'Europe. Et je pourrais encore continuer sur 2 ou 3 points pour montrer qu'il y a un mal-être qui n'est pas palpable, qui est réel en France. Et c'est non. Chaque pays a une identité économique. Et oui, l'identité, c'est pas seulement les traditions, les coutumes ou une langue. Non. Il y a aussi une identité économique. Et en France, on nous a forcé, on nous a grand remplacé en nous imposant un modèle anglo-saxon protestant sur l'économie, mais qui nous a apporté également un changement au niveau de notre vision de la vie. Et on voit bien en France, on est tiraillé entre notre identité de toujours et le modèle de la surconsommation, bien sûr, et du capitalisme anglo-saxon. Et cela ne fonctionne pas. Et vous rajoutez à cela une classe parasitaire qui a fait un hold-up sur l'État, qui l'a détourné pour au final dégoûter beaucoup de gens de l'État. Et je peux les comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez affaire à l'État, c'est pour vous ponctionner. Alors que l'État français, ça n'a jamais été cela. Et pour cela, on doit remercier 2 choses. 1, la République. 2, la démocratie. Car avec toute cette classe politique, tous ces élus, tous ces hauts fonctionnaires, tous ces fonctionnaires qu'on a créés et qu'on n'avait pas besoin, le pays fonctionnait très très bien avant, le pays depuis fonctionne extrêmement mal. Et bien comme nous avons créé une classe qui n'apporte rien, qui n'apporte aucune plus-value, mais qui coûte extrêmement cher, et bien au final vous obtenez le marasme français, une catastrophe. Mais moi je suis extrêmement positif, car ce système ne peut pas tenir. Et on le voit aujourd'hui, ce système il est à bout de souffle. Certes, il tient encore, mais il ne va pas encore tenir pendant les 50 prochaines années. Donc il finira par s'effondrer. Mais le plus dur pour nous, ça ne sera pas de vivre l'effondrement, mais ça sera de faire les bons choix pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.